La personne qui était inhumée dans cet ossuaire, connaissait-elle Simon de Cyrène, dont l'ossuaire porte le même symbole? Ou encore Jésus, fils de Joseph, dont la tombe porte le même ornement? On ne peut que le supposer. Mais en matière de médecine légale, la science moderne laisse peu de place aux suppositions. En étudiant l'ADN contenu dans les fragments d'os et de restes humains présents dans les ossuaires, les scientifiques peuvent désormais déterminer les liens de parenté qui unissaient les différents individus de la tombe de Talpiot. Stéphane Pfan est le directeur du Centre d'études sur le christianisme des origines. Il épaule Stephen Cox, archéologue médico-légal de l'État de New York. Ils ont découvert un matériau précieux dans les ossuaires portant les noms de Marie-Amenée et Jésus, fils de Joseph. À l'intérieur de l'ossuaire, nous avons un matériau qui adhère à la surface de la pierre en suivant un dessin circulaire. Ça vaut la peine d'en prélever un échantillon et d'analyser sa composition. Le motif et ou ce matériau pourrait nous fournir de précieux indices sur son contenu. Imaginer que ces échantillons puissent contenir l'ADN de Jésus et de Marie-Madeleine peut sembler complètement extravagant. Mais si le matériel prélevé est suffisant, ces analyses pourraient éclairer d'un jour nouveau l'histoire de Jésus et sa famille. Les échantillons ont été numérotés et envoyés au laboratoire d'analyse d'ADN de Thunder Bay au Canada, l'un des 5 laboratoires au monde spécialisés dans l'étude de l'ADN fossile. Les scientifiques ignorent que les échantillons appartiennent à un Jésus, fils de Joseph, et à une femme qui pourrait être Marie-Madeleine. Si ces échantillons d'os appartiennent réellement à Marie-Madeleine et à Jésus de Nazareth, les analyses ne devraient révéler aucune parenté. On devrait s'attendre à trouver l'ADN de 2 individus n'ayant aucun lien familial, ce qui serait une découverte excessivement rare dans un tombeau familial, à moins que ces 2 individus ne soient mari et femme. Nous avons reçu les échantillons que vous nous avez envoyés et à première vue, ils n'étaient pas en très bon état. Extrêmement desséchés, très petits et très fragmentés. Et donc, très difficiles à analyser. Nous avons donc commencé par analyser les échantillons pour essayer d'évaluer la qualité de l'ADN. Était-il utilisable? Dans le cas présent, nous avons constaté que l'ADN est très endommagé, ce qui limite nos possibilités d'analyse. Reste à savoir maintenant s'il y a suffisamment d'ADN pour obtenir un résultat significatif. Pour obtenir un maximum d'informations, les biologistes vont essayer d'extraire ce qu'ils appellent l'ADN nucléaire des cellules osseuses. Après extraction, nous avons constaté que l'ADN nucléaire était très difficile à trouver. Nous avons donc porté nos recherches sur l'ADN mitochondrial qui est transmis de la mère à l'enfant, ce qui signifie que l'on ne peut identifier que ce genre de filiation. Le matériel osseux est trop endommagé pour extraire l'ADN du noyau des cellules. Les scientifiques concentrent alors leurs recherches sur les mitochondries des cellules osseuses. L'ADN mitochondrial peut seulement nous indiquer si Jésus, fils de Joseph, avait la même mère que Marie-Amenée, s'ils étaient frères et sœurs. Si les biologistes ne parviennent pas à extraire l'ADN mitochondrial des cellules osseuses, on ne pourra pas procéder aux analyses. Et nous ne saurons jamais quel lien unissait Jésus et Marie-Amenée.
Nous avons pu obtenir des résultats. Nous avons l'ADN mitochondrial. C'était une petite quantité très fragmentée d'ADN. Nous avons pu l'amplifier et le séquencer. Nous avons ensuite cloné ces fragments d'ADN séquencés et en clonant l'ADN, nous avons pu alors comparer de nombreuses séquences, ce qui augmente la validité du travail. De cette façon, nous pouvons comparer les séquences entre cet individu-ci et celui-là. C'est essentiellement ce que nous avons fait et je peux vous montrer aujourd'hui les résultats. Ce que nous avons ici, ce sont deux séquences. Des séquences représentatives, une de chaque individu. Et ce que je vais vous montrer ici, ce sont des variations entre les deux individus. Nous avons un polymorphisme ici, le G, et le A. Un polymorphisme est une variation entre cette séquence et une autre séquence, ou une variation entre cette séquence et la séquence de référence. Nous utilisons un polymorphisme pour identifier un profil mitochondrial. Et ce polymorphisme révèle une différence entre les deux individus. Nous avons également un autre polymorphisme ici. Nous avons un T et un C, ce qui indique une autre différence polymorphique. Nous avons donc un certain nombre de polymorphismes et donc des différences entre les deux séquences. Nous pouvons en conclure que ces deux individus n'ont aucun lien de parenté, du moins pas de lien maternel. Ils n'ont pas la même mère. Ce n'est pas une mère et son enfant, ce n'est pas un frère et une sœur. Donc, concernant ces deux échantillons, comme ils proviennent de la même tombe et que nous pensons qu'il s'agit d'une tombe familiale, ces deux individus, s'ils n'ont pas de lien de parenté, sont très certainement mari et femme. Depuis des siècles, les gens spéculent sur les relations qu'entretenaient Marie-Madeleine et Jésus. Marie-Madeleine apparaît plus souvent que d'autres femmes dans les évangiles canoniques comme un proche disciple de Jésus. Sa présence lors de la crucifixion et dans la tombe de Jésus correspond au rôle d'une épouse désespérée et d'une veuve. Il est donc possible que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés, comme le suggère l'ADN des ossements de la tombe de Talpiot. Et peut-être que leur union est restée secrète pour protéger une dynastie potentielle. Un secret qui a traversé les siècles. Un secret que nous allons peut-être découvrir dans le tombeau de la famille de Jésus. Nous avons finalement réussi à contacter un des premiers chefs de chantier des immeubles de Talpiot. Ephraim se rappelle de la tombe, mais se montre un peu hésitant quant à son emplacement. C'est entre les deux immeubles? Oui. Rien n'est construit dessus? Non. C'était entre les deux. Il dit que c'est juste entre les deux immeubles. Essayons. Entre les immeubles se trouve un grand jardin avec de hautes terrasses. Et c'est là, dans cet espace, que se trouve la tombe selon Ephraim. Elle doit être derrière ce mur. Mais sur quelle terrasse? C'est là la question. Vous n'arriverez pas à monter là-haut. Les voisins commencent à s'intéresser à nos recherches et nous indiquent une dalle de ciment sur la terrasse la plus basse. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce que ça pourrait être là-dessous? Ephraim explique que la dalle n'a pas de fonction particulière. Mais il est interrompu par l'arrivée presque prophétique d'une aveugle, qui vit ici depuis que les immeubles ont été construits. C'est ici? C'est la tombe? C'est la tombe. Comment vous en êtes si sûr?
Je m'en souviens, elle était ouverte. Les gosses n'arrêtaient pas d'y aller. Alors ils l'ont condamnée. Vous savez s'ils l'ont rempli de sable ou de ciment? Je crois qu'ils l'ont simplement recouverte. Vous êtes certaine que c'est ici? J'en suis sûre à 1000%.